qu'elle nécessite? Déjà, tout dépend de quelle époque est le bâtiment. Hein, voilà. Ça nécessite des savoir-faire, des équipes qui soient formées, avoir une vision globale aussi. Oui. Une vision globale de ce qui est bien de faire dans un bâtiment ancien. Voilà, c'est un peu plus ma partie. Donc, voilà. Et oui, globalement, voilà, il faut avoir cette vision, c'est assez important. Il faut avoir bien conscience de toutes les interactions entre les matériaux. Voilà. Et comme vous dites, ça dépend des époques. Là, je vais aller voir Pierre-Yves, ça dépend des époques, parce que c'est pour ce fameux diagnostic du bâtiment, c'est bien ça? Je sais pas Si, on vous entend. Oui, en effet, le projet de rénovation, il commence d'abord par un bon diagnostic. Et quand on peut s'attacher au bâtiment, il faut aussi s'attacher d'abord au site et au contexte. Je dirais qu'on commence d'abord par ça, c'est-à-dire faire un bon programme, un bon état des lieux, ça passe par les usages, un site qu'on va peut-être densifier, donc c'est pas uniquement le bâti existant. Et du coup, ça amène en fait un vrai projet, une réflexion en fait initiale qui évitera des écueils et d'arriver à faire un projet qui finalement, on se dit, c'est bien, on a fini de rénover, et puis du coup on se pose la question d'accéder à la parcelle qui est derrière, qui a plus d'accès, une fois qu'on a fini. Donc ça, il faut vraiment se poser la question avant. Et cette vision globale programmatique, elle permet en fait d'éviter beaucoup de problématiques à travers le projet de rénovation du bâti existant qui va suivre. Et forcément, on aura une approche technique différente en fonction de sa date de construction. Voilà, bâti ancien, terre-pierre, c'est différent d'une construction préfat des années 70 des 30 Glorieuses. C'est encore différent de ce qu'on a pu faire dans les années 80, 90, 2000, etc. Donc, avec des niveaux d'intervention différents en fonction de l'état actuel. Et alors justement, tant qu'on est sur les années de construction des bâtiments, je vous laisse la parole. Donc bâtiment des années 50, on s'est rénové, pas trop de difficultés, enfin comment ça se passe? Si on fait époque par époque, avant 50, ça se passe comment? Avant 50, globalement, on a des bâtiments qui ont été beaucoup remaniés, qui ont été beaucoup emballés avec du ciment, donc il faut commencer par pathologie. Beaucoup de pathologies. Énormément d'éléments structurels qui peuvent avoir subi, on a beaucoup d'humidité souvent quand les bâtiments ont été beaucoup transformés et du coup ça va demander en fait de faire une petite tasse de curage préalable pour voir un peu l'état des maladies. Pourquoi un curage? Pour que tout on enlève un peu tout ce qu'il peut y avoir sur les façades si c'est du ciment pour pouvoir laisser respirer les murs. On va aussi faire des phases de dépollution parce que dans les bâtiments existants il y a beaucoup d'amiante, aussi du plomb. Donc quand on veut essayer de guérir quelqu'un, là on s'attache à un bâtiment existant, il faut aussi le dépolluer. Donc ça passe par ça, pour pouvoir voir ce qu'on va pouvoir garder. Donc, tout ce qui est à enlever et qu'on ne pourra pas réemployer, on va devoir faire avoir cette phase préalable pour pouvoir diagnostiquer réellement ce qu'on va faire derrière. C'est aussi le projet. Bien sûr, et alors après, donc on a fait avant 5 ans, 50, 70, 80, ça se passe comment? On peut les mettre tous ensemble là, de 50 à 80? Ouais, globalement oui, on sait que sur des... Bon là on a un exemple typique, le site où on est sur un site qui est extrêmement préfabriqué, assez lisible structurellement, on a aussi beaucoup de données graphiques, il ne faut pas hésiter en fait à aller faire des phases de recherche documentaire parce que on a beau avoir des plans informatisés, souvent notamment sur des sites universitaires comme ceux-là, mais le trésor en fait ce sont les plans qui sont aux archives avec tous les détails d'exécution et de mise en œuvre, même voir les deux papiers en fait de ces époques-là. Et ça permet vraiment de comprendre en fait comment ça a été construit, ce qui a réellement été fait, et ce qui éventuellement a été modifié à la marge, parce que souvent ça a été modifié à la marge, et de voir comment on va pouvoir intervenir derrière. Et alors après, le bâtiment des années 90-2010, on va jusqu'à 2010, on les met tous ensemble? On pourrait, ouais, peut-être pas 2020 parce que c'est encore trop récent, mais on va dire que tout ce qui va suivre, on est dans une phase de construction où souvent il y a eu beaucoup plus de liberté, mais sur des approches souvent un peu plus formelles. Elles étaient bonnes les libertés prises ou... Après, voilà, c'est comme ça, on part d'un état actuel, c'est souvent ceux qui sont le plus compliqués à rénover, parce que finalement, en fait, ils ont le moins vécu. Et que du coup, d'un point de vue carbone aussi, on ne peut pas se donner cette liberté de tout enlever, quoi. Donc ça veut dire qu'il va falloir peut-être parfois faire des choix sur ce qu'on va maintenir
pour éviter d'être dans une approche trop dispendieuse et puis de jeter en fait des mètres cubes de matériaux qui finalement ont que une quinzaine ou une vingtaine d'années. Même si le bâtiment est inconfortable, il va falloir peut-être limiter notre intervention pour le laisser vieillir encore un petit peu et éviter de devoir en fait réinvestir de manière trop lourde et finalement de devoir attendre 50 ans pour avoir un retour sur investissement sur ce qui sera mis. Alors que si on attend encore un peu, peut-être finalement on aura une intervention beaucoup plus pertinente. Merci beaucoup Pierre. Arthur, une rénovation réussie, qu'est-ce qu'elle nécessite? Alors on a cette idée du diagnostic, de curer le bâtiment, mais ça vient aussi du maître d'ouvrage et de son ambition peut-être. Comment tu vois les choses? Alors, je peux parler de ce que moi je vois qui est plutôt sur la rénovation du bâti rural, on va dire. Je pense que les échelles jouent beaucoup sur comment les choses se programment et comment les entreprises qui répondent et les techniques qu'on va utiliser aussi, liées aux justifications techniques qu'on peut apporter sur telle ou telle technique. Je pense qu'effectivement, il y a la question de la programmation au départ, c'est-à-dire de bien avoir anticipé, notamment pour les questions d'étanchéité à l'air. Typiquement, moi ce que je vois sur la rénovation du bâti, on se retrouve régulièrement avec des réseaux qui passent sur les murs périphériques alors qu'on pourrait faire passer la quasi-totalité des réseaux sur du cloisonnement intérieur, pour limiter le percement des membranes. C'est des petits détails, mais en fait, si c'est pensé dès le départ, alors, quand on a un architecte dans le coin, c'est super parce qu'on a des plans, des fois il n'y a pas d'architecte, il n'y a pas de dessin des plans, etc. Donc il y a clairement un endroit de conception. Après, il y a un autre aspect qui est finalement d'identifier le potentiel de réemploi qu'offre la déconstruction. Moi j'ai eu le cas de plusieurs chantiers où c'était des planchers en torchis qui ont été démontés. Les personnes disaient est-ce que tu veux récupérer la terre pour faire autre chose? Et là la question, je leur dis mais est-ce qu'on ne pourrait pas réincorporer cette terre dans notre projet? C'est-à-dire qu'on va aussi choisir des modes constructifs qui vont permettre de valoriser ce qu'on va pouvoir déconstruire, parce que là les planchers en torchis étaient tout à fait valables, c'est simplement que les gens voulaient un puits de lumière pour avoir un espace plus lumineux. Et dans le bâti ancien, on a souvent des questions de lumière avec des niveaux, des taux d'ouverture qui ne sont pas acceptables au regard de nos besoins de confort contemporains. Voilà, cet aspect du réemploi, je pense qu'il est assez clé en fait, finalement aussi sur la sobriété après la fin du projet de rénovation. On va y revenir sur ces aspects sobriété, merci beaucoup. Claire, parlez-nous de Dorémy. Qu'est-ce que c'est Dorémy et pourquoi? Parce que fort lien avec la rénovation, vous allez nous expliquer comment vous travaillez avec les partenaires et les particuliers peut-être. Oui, alors en effet, Dorémy, c'est l'acronyme pour dispositif opérationnel de rénovation des maisons individuelles. Donc on n'est que sur de la rénovation et que sur les maisons individuelles. Et l'idée, c'est de travailler sur la rénovation performante. C'est vraiment la raison d'être de Dorémy, c'est de développer la rénovation performante. Donc qu'est-ce qu'on entend par rénovation performante? Il y a le volet énergétique, évidemment. L'idée, c'est de travailler sur la sobriété énergétique, de rénover pour vraiment diminuer les consommations de chauffage. Donc nous, dans notre référentiel chez Dorémy, on vise les 50 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an en chauffage. Donc on rentre dans le cadre du BBC. C'est la performance énergétique, mais la performance énergétique, on en a déjà parlé, aujourd'hui ça ne suffit pas, c'est aussi la notion de confort, été, hiver, et la notion de préservation du bâti pour éviter les pathologies, et donc travailler sur aussi la qualité de l'air intérieur dans la maison. Voilà, nous c'est un peu tous ces critères-là qui font une rénovation performante. Et donc l'objectif de Dorémy, c'est de développer la rénovation performante, et pour ça l'idée c'est de structurer des écosystèmes en faveur de la rénovation performante. Et donc pour ça, nous ce qu'on va faire, c'est d'abord un travail avec les artisans, qui sont les premiers à faire les rénovations sur les maisons. Et donc l'idée c'est de former, de constituer des équipes d'artisans pour qu'ils puissent faire des rénovations globales, cohérentes, avec une approche vraiment, une vision globale, comme vous l'avez évoqué, du bâtiment. Et une interaction entre les différents lots de travaux. Donc ça, c'est tout un travail qu'on fait avec les artisans, on les forme et ensuite on les accompagne sur les chantiers. Il faut aussi accompagner et conseiller correctement les particuliers pour qu'ils aient aussi cette attention-là sur leur projet, la rénovation de leur maison. Donc il y a aussi un volet accompagnement des particuliers, et pour ça on travaille beaucoup avec les collectivités territoriales et les plateformes territoriales de rénovation énergétique, donc tout ce qui est espace Conseil de France Rénov', pour qu'ils puissent aussi orienter les particuliers vers des rénovations performantes. Et puis après, il y a derrière aussi tout un travail de formation d'autres acteurs de la chaîne, on va dire, de la rénovation. Donc ça peut être tout ce qui est distributeur de matériaux, organismes bancaires qui vont financer aussi de la rénovation. Donc voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir une vision globale pour sensibiliser toute la filière aux rénovations performantes. Merci beaucoup. Alors bien évidemment, quand on entend impact environnemental, on se dit
forcément, c'est les biosourcés qui peuvent répondre à cet enjeu-là dans la rénovation. Quel est l'intérêt de faire appel aux biosourcés dans la rénovation? Moi, ça me semble incontournable, mais on voit que ce n'est pas forcément le cas dans tous les projets. Comment vous justifiez la mise en œuvre des biosourcés dans la rénovation à vos clients? Erwan. Enfin, moi, j'ai pas trop besoin de le justifier, en fait. Carnet de commandes plein, alors. C'est pas mal. En fait, aujourd'hui, oui, c'est plutôt les gens qui viennent nous chercher parce qu'on s'affiche, en fait, clairement, comme étant des acteurs de la rénovation écologique. Et c'était pas le cas il y a quelques années? Alors moi, j'ai toujours été comme ça, mais je me souviens, il y a 15-20 ans, là, quand j'ai créé ma société, oui, j'étais un petit peu un beatnik, on va dire. Voilà, c'est un peu comme ça que j'ai été perçu dans l'environnement local. Aujourd'hui, c'est vrai que ça devient de plus en plus auprès des particuliers, parce que je travaille quand même beaucoup pour des particuliers, ça devient un petit peu la norme, en fait, voilà, pour les gens qui viennent me voir, mais il y a quand même, on va pas se mentir, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure à mes collègues, voilà, l'éco-construction et un petit peu comme la filière bio dans l'agriculture, quoi, ça représente 5% quoi, du marché, quoi. Ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que les particuliers, ils ont cette volonté aujourd'hui surtout les gens qui ont des maisons en pierre, voilà, je pense que ça commence à venir quand même très sérieusement. Voilà, faut essayer de purger le ciment, il faut plutôt travailler sur des produits perspirants. Voilà, Et donc, est-ce que vous pensez que vous êtes assez professionnel pour répondre à la demande? Si vous me dites que votre carnet de commandes est plein. Est-ce qu'on est suffisant? Non, il faudrait que mes collègues entrepreneurs, ils ne sont pas nombreux aujourd'hui, mais il faudrait que mes collègues entrepreneurs se saisissent du sujet parce que le marché de demain, voilà, c'est pas le pavillon, hein. C'est la rénovation du bâti existant, quelle que soit son époque. Merci beaucoup. Arthur, même constat, finalement les particuliers sont très intéressés sur la rénovation environnementalement performante? En fait, le biais, c'est que les gens qui m'appellent, c'est parce que ça les intéresse. Donc tous ceux qui ne m'appellent pas, je ne sais pas. Carnet de commandes plein aussi? Alors oui, moi j'ai du boulot, mais en fait, pour moi, c'est pas évident de dire qu'il faut beaucoup plus de boîtes de maçonnerie. Il faut aussi des architectes qui préconisent ça, et aussi des particuliers, des maîtrises d'ouvrage qui le demandent. En fait, je ne sais pas bien dire qui est l'œuf et la poule, mais en fait, c'est parce qu'il y a un écosystème en fait, qui permet de faire un projet global. Et donc il y a des projets dans lesquels on est sur des territoires où il y a 2, 3, 4 entreprises de maçonnerie qui vont vraiment pousser fort, et ça va permettre aux architectes de proposer la solution technique parce qu'ils savent que derrière il y a des gens qui peuvent répondre. Et à l'inverse, moi je me souviens, j'avais une discussion avec deux personnes du service de la ville de Paris, il y a ça 4 ans, où ils avaient monté un service en interne de la ville de Paris pour faire de la R&D, pour essayer de faire évoluer les pratiques dans la rénovation des bâtiments. Et elle disait, mais le problème c'est qu'il n'y a aucune boîte qui peut répondre. Et je crois que c'est Nicolas Canzian qui dit ça tout à l'heure. La ville de Paris, du jour au lendemain, crée un service de 2 personnes pour activer la massification. Une boîte capable de répondre sur Paris, sur la rénovation, ne peut pas du jour au lendemain changer ses pratiques et se structurer, quoi. Donc pour moi, je pense qu'il y a besoin un peu tous les corps de métier, en fait, et que ça monte en charge en pensant, en fait, en ce moment. Merci beaucoup. Alors justement, les architectes ont été interpellés, là, Pierre-Yves. D'où les projets que vous menez en biosourcé? C'est vous qui proposez aux maîtres d'ouvrage, ou vous avez déjà des maîtres d'ouvrage convaincus? Nous, on travaille beaucoup en commande publique, donc il y a quand même beaucoup de maîtres d'ouvrage convaincus. Il y en a encore qu'il faut convaincre. Il y a certaines démarches qu'il faut éviter. Justement, il faut prendre le temps en fait, de développer l'argumentaire pour dire justement on ne va pas refaire du conventionnel. Il y a le bâtiment existant, en fait, il est arrivé là où il est, notamment sur le bâti ancien, puisqu'il a été énormément malmené. Du coup, en fait, ça ne coûtera pas moins cher de faire du conventionnel, puisque dans 10 ans, on recommencera. Au contraire, ça coûtera 2 fois plus cher de faire du conventionnel, puisqu'il faudra recommencer dans 10 ans. Et du coup, en fait, la solution, c'est plutôt d'être dans la retenue avec du traditionnel, avec les solutions éprouvées. Sur le bâti ancien, on ne réinvente pas l'histoire tous les 4 matins, tout est en place. Donc on n'a pas de difficulté majeure en fait, à aller chercher les solutions, elles existent toutes. Les entreprises patrimoniales, je ne parle pas de monuments historiques, je parle uniquement, même dans les secteurs du bâtiment très classiques, en charpente, en gros œuvres, en couverture, on ne découvre rien. C'est des choses classiques. Donc je pense qu'il faut appuyer sur cet effet-là et puis expliquer qu'à un moment donné, on n'a pas forcément besoin de chercher en fait, à être en comparaison avec des matériaux industriels issus de la pétrochimie ou conventionnels, parce que de toute façon, il faut comparer ce comparable.
Aujourd'hui, c'est pas comparable. Donc, si on cherche à mettre des croix dans les cases pour aller chercher des CEE, des certificats d'économie d'énergie, qui est basé sur une valeur de laine de verre avec une résistance thermique de temps, en fait, c'est pas le sujet. Si on fait une projection au chaud champ, on la fera moins épaisse, et il faudra avoir un argumentaire différent, avec qui valorise le confort dans les locaux, qui a une bonne gestion de la vapeur d'eau, etc., etc. Tout ce qui a été développé tout à l'heure par Yannick Le Havre, c'est ce sujet-là. Alors, vous n'êtes pas là pour... Qu'est-ce que vous dites pour convaincre vos clients de mettre en œuvre des biosourcés quand vous avez à le faire? Pourquoi mettre en œuvre des biosourcés dans la rénovation? Déjà, en termes de durabilité dans le temps, on a quand même une meilleure tenue. Enfin, ça, c'est évident. Ensuite, pour des questions de confort, aujourd'hui, les gros enjeux, notamment sur le confort d'été. Confort et santé, oui. Voilà, confort et santé. Confort, la notion de confort d'été, on vient de le vivre depuis 1 an et demi, là, on ne s'attendait pas quand même à subir ça aussi rapidement. Et c'est clair que cet enjeu-là, il est extrêmement important, et notamment dans le cadre des bâtiments extrêmement bétonnés des années 70, il y a beaucoup d'enjeux par rapport à ça. Et ce ne sont pas les matériaux conventionnels en fait, qui nous amèneront à traiter le confort d'été sans avoir une mécanisation à outrance. C'est-à-dire que tout ce qu'on fera en conventionnel, on peut avoir une super performance. Derrière, la contrepartie, ce sera de la clim, des brasseurs d'air, des machins, et c'est pas la technologie qui va nous sauver, au contraire, on consommera encore plus d'énergie. Donc justement, favorise le low-tech. C'est ça, plutôt aller vers sur des solutions le moins technique possible. Alors après, la réglementation, parfois, elle n'est pas forcément là pour nous aider, il faut aussi de temps en temps lui tendre le bras, c'est pas si simple que ça. Voilà. Merci beaucoup. Erwan, vous souhaitiez prendre la parole? Oui, en fait, c'est vrai que les matériaux biosourcés, ils sont adaptés. Quand on parle de bâti ancien, ils sont vraiment adaptés, quoi. Voilà, le chaud-chambre, c'est comme ça qu'on l'explique à nos clients, quoi. Le chaud-chambre, il va sur le mur en pierre, il est complètement adapté. Il va faire le tampon hydrique, il va faire une bonne rupture de pont thermique. Il va permettre de continuer à bénéficier de l'inertie du mur pierre. Voilà, si vous isolez, si vous êtes dans une maison en pierre, si vous mettez même une laine de bois tout le tour, vous n'avez plus d'inertie. Et voilà. Après, grande toiture, voilà, une insufflation droite, on a la densité donc du confort thermique. Voilà. Non, les gens ils nous comprennent assez facilement. Puis voilà le côté perspirant de ces matériaux. Et puis le côté sain aussi. Voilà, on n'est pas sur de la chimie. Voilà. Merci beaucoup. Alors oui, Arthur, une fois qu'on a fait ce diagnostic sur ce bâti à rénover, quels sont les piliers auxquels on prête vraiment attention pour ne pas avoir de pathologie? On va parler d'humidité peut-être. Quels sont les points d'attention en tout cas? Alors, effectivement, je rejoins tout à fait ce que tu disais tout à l'heure, Pierre, sur la partie durabilité. Les biosourcés amènent un surplus de durabilité alors quand ils sont bien mis en œuvre. Et la question des biosourcés, c'est que c'est des matériaux pour la plupart compostables, ce qui est plutôt un bon côté. Par contre, il faut que ça se composte quand on a décidé et pas avant. Donc en fait, il faut gérer l'humidité globalement, parce que en fait, quand est-ce qu'une matière composte en fait? Il faut de l'humidité et de la chaleur. La chaleur, on ne peut pas tellement jouer dessus. Par contre, l'humidité, on peut jouer dessus. Donc il y a toute une question de gestion de l'humidité au départ. J'ai été visiter là, il y a 2 mois une caserne de l'armée, caserne napoléonienne en pierre de moellon, maçonnée à la chaux, petite voûte autour de chaque fenêtre, enfin un truc. Franchement, c'est chouette qu'on reçoit des bâtiments comme ça des générations d'avant. Ça a été rénové en ciment extérieur, placo laine de verre sans étanchéité à l'air, hausse de fenêtre PVC sans rangin d'eau, sans étanchéité à l'eau. Il y a des infiltrations d'eau sous toutes les fenêtres. Il y a de la mérule dans le bâtiment, etc. En fait, l'armée avait prévu un budget pour rénover le bâtiment en termes d'isolation, mais ils n'avaient pas prévu de refaire la façade. Moi, je leur ai dit, si vous ne refaites pas la façade, en fait, vous n'arriverez pas à obtenir un atmosphère saine. Qu'est-ce que vous recherchez pour l'humidité que vous allez mettre dedans, quoi. Donc en fait, cette question d'humidité, elle est importante. Donc c'est à la fois les questions de tout ce qui touche au pied du mur, l'humidité qu'on peut avoir. Donc ça va être de travailler à l'intérieur quand on est sur des bâtiments où on n'a pas de vie sanitaire, avec des systèmes ventilés, des ruisseaux ventilés qui vont permettre de, en tout cas, limiter, déjà faire une rupture de capillarité, mais aussi limiter l'eau qu'on rentre dans la maison. Ça va être toute exposition à la pluie battante aussi à l'extérieur. C'est pour moi peut-être la principale raison pour laquelle on avait des enduits ciment, c'est que l'idée c'est qu'on se disait on ne veut pas que la pluie battante qui vient de l'extérieur rentre dans le bâtiment.
Sauf qu'on avait peut-être oublié que l'humidité vient aussi de l'intérieur. Quand on est en France, et pendant 6 mois en hiver, globalement, l'humidité va aller de l'intérieur vers l'extérieur. Les bâtiments parisiens haussmanniens qui sont rendus avec du plâtre gros extérieur, enfin pour certains, le plâtre c'est poreux. Hein. Le plâtre c'est pas étanche à l'eau liquide du tout. Simplement, la préconisation c'est d'avoir une épaisseur suffisante de plâtre pour faire un buvard, c'est-à-dire qu'on se stocke en eau le temps de la pluie et ça sèche ensuite. Et ensuite il y a des corniches tous les 2 étages pour éviter que l'étage du bas se ramasse 7 étages de pluie ruisselement. Et donc c'est aussi derrière, une fois qu'on a enlevé les matériaux étanches dans la partie mur, j'entends, après, c'est de reconstruire un complexe qui peut être étanche à l'eau à l'intérieur. On est bien d'accord, il ne faut pas que l'eau liquide de l'extérieur rentre à l'intérieur, mais sans pour autant utiliser des matériaux étanches, non capillaires, ça je veux dire. Merci beaucoup. Claire, dans les rénovations des particuliers, est-ce qu'on voit une part des biosourcés augmenter ces dernières années ? Alors effectivement, nous, ce qu'on voit souvent dans les particuliers qui font appel à Doremi, il y a quand même cette sensibilité-là d'aller sur une démarche écologique, on va dire, donc forcément associée à des matériaux biosourcés. Donc oui, il y a effectivement une demande qui est assez forte. Et après, du côté des artisans avec lesquels on travaille, c'est aussi souvent des entreprises qui sont assez sensibilisées, qui posent facilement, voire pour certaines exclusivement, des matériaux biosourcés. Voilà. Après, ce n'est pas non plus le cas de tout le monde. Voilà, on a eu des cas de projet où c'est l'artisan qui a convaincu son client de poser du biosourcé, parce que ce n'était pas une demande forcément au départ. Et puis à l'inverse, des fois, c'est plus souvent les particuliers qui demandent ce type de matériel. Ouais. Merci beaucoup. On a 2 questions de l'Assemblée, toutes les 2 de Nicolas Naude. Les techniques utilisées sur les petits projets sont-elles reproductibles sur les gros bâtiments tertiaires ? École, bureau. Alors ? Ouais, Pierre-Yves, répondez. Bah oui, après c'est qu'une question d'échelle. Si on est sur une dimension patrimoniale de bâti ancien, en fait, une maison construite en pierre ou en terre, les sujets vont être globalement les mêmes. Sur une caserne dont parlait tout à l'heure Arthur, c'est le même sujet. Hein. Donc en fait, ça c'est facilement reproductible. Après, sur les autres types de construction, la notion de la massification, il faut y faire attention parce que, comme on dit toujours, c'est un site, un contexte, un projet. Et chaque existant a ses particularités. Il n'y a pas une recette. En fait, il y a certaines techniques qu'on peut imaginer, maîtriser, prouver et reproduire, mais c'est pas une fin en soi. Ok. Moi, je crois que vous vouliez... Non ? J'ai vu un geste. Alors, il y avait une deuxième question de Nicolas. Pouvez-vous nous parler de la place de l'autoconstruction dans la rénovation des logements ? Est-ce que l'un de vous souhaite en parler ? Peut-être Arthur ou Claire ? La place de l'autoconstruction dans... Mais Erwan, mais oui, parce que vous formez, vous, des particuliers peut-être ? Non. Ah non. Bon, bah non, échec. Je l'ai tenté. Moi je dis attention à l'autoconstruction, quoi. Voilà, ça, quand même. Alors, il faut argumenter. Attention à la construction. Pourquoi ? Pendant de nombreuses années, je crois que c'est quand même ce qui est un peu, comment dire, dénigrer un peu les matériaux biosourcés écologiques. Voilà, c'est souvent la mauvaise mise en œuvre en fait. Donc ce qu'on a besoin dans le biosourcé, dans l'éco-construction, c'est du professionnalisme. Après que les gens... c'est vrai qu'un projet en éco-construction, ça a un coût, hein, on ne va pas se mentir. Voilà. Donc on peut tout à fait comprendre que les gens veuillent se réserver des lots. Voilà. Mais après, il faut quand même être accompagné, il ne faut pas faire n'importe quoi. Donc nous, c'est vrai que quand on fait notre vie, en fait, c'est des devis qui sont très détaillés. Et ensuite, libre au client de se réserver une partie des choses, quoi. À ce moment-là, on lui donne les clés. Mais voilà, il y a quand même des lots où il vaut mieux éviter, vous voyez, je pense. Quand on n'est pas un professionnel, faire un percement dans un mur en pierre, ça ne s'improvise pas trop quand même. Voilà. Oui, moi je ne le ferai pas, effectivement. Je le ferai pas. Claire, l'autoconstruction, ça ne concerne pas spécialement Doremi, mais est-ce qu'il y a des particuliers qui se réservent certains lots, peut-être ? Oui, moi je rejoins tout à fait ce que vient de dire Erwan, c'est-à-dire que nous on travaille avec des équipes d'artisans, donc les particuliers qui font appel à nous, ils veulent travailler avec des artisans, et voilà, ça peut arriver effectivement souvent pour des questions de coût, ou alors aussi des fois pour des questions de choix, d'implication, que voilà, le particulier se réserve un lot, et effectivement là il y a un enjeu d'accompagnement souvent par les professionnels
Voilà, après, il faut aussi que le professionnel soit d'accord de laisser l'eau qui lui était prévue au départ, qu'il le laisse à son client finalement. Mais voilà, avec quand même un enjeu d'accompagnement et d'articulation pour bien garder la cohérence de la rénovation. C'est ça, et puis on n'oublie pas qu'il y a une décennale, enfin qu'un professionnel a une décennale qui n'engage pas sa responsabilité, alors que c'est le particulier qui fait R1 en complément. Ouais, l'idée c'est quand même que les gens ils arrivent à que leur projet aboutisse, quoi. Donc des budgets illimités c'est assez rare. Donc en effet on cède quand même. Voilà, par exemple, on va faire un embûche aux chambres et on va donner les clés au client pour faire sa finition dessus. Vous voyez, des choses comme ça, quoi. Mais oui, la durabilité, il faut faire gaffe, quoi. Ouais, c'est sûr. Voilà, c'est sûr que si on travaille chez un particulier qui participe en même temps que nos salariés au chantier, s'il y a un souci derrière, qui a fait quoi, vous voyez, c'est toujours compliqué ce genre de choses, quoi. Il y a toujours le côté juridique qui nous rattrape, quoi. Voilà. Forcément. Une autre question, est-ce qu'on n'essaie pas malheureusement de faire rentrer ces techniques nouvelles, entre guillemets, dans d'anciens référentiels d'un monde technique qui ne cherchait pas les mêmes performances? Ah, Pierre-Yves, je vois hocher la tête. Si, complètement. En fait, ce que j'expliquais tout à l'heure, le projet de rénovation en logement social communal en bâti ancien, pour aller chercher des subventions, on veut prendre en fait cette espèce de grille là où il faut rentrer des valeurs qui seront de toute façon pas compatibles en fait avec les systèmes éprouvés traditionnels. Donc voilà, quand on prend ce projet là qui a dû être aussi un petit peu abordé hier, ce projet il fallait le faire rentrer dans des cases pour avoir des subventions. Voilà, quand vous êtes en train de parler de projection de chambre et qu'il faut comparer avec un R de 3 à 4 qui est exigé en paroi, ça n'a pas de sens en fait. C'est surtout pas ce qu'on va chercher, parce que de toute façon on n'y arrivera pas, parce que ce sera de la surperformance, et puis économiquement en fait la limite sera déjà dépassée. Donc en fait voilà, c'est un exemple typique, mais sur du bâti ancien comme ça, il faut que je pense qu'à un moment donné, le système administratif, je ne vais pas être trop méchant, change un peu ses logiciels, et qu'on revienne à une forme d'outil adapté en fait à ce qui pouvait se faire avant, quoi. Si on cherche à appliquer un espèce de modèle bête et méchant pour tout, sans distinction aucune, ça ne marchera pas. On fait faire appel au bon sens plutôt qu'à des calculs. Ouais, alors même pas forcément le bon sens, c'est plus de faire d'avoir un minimum de part de cas par cas. Alors dans la continuité de cette question, toutes les vertus des écomatériaux sont-elles facilement modélisables? On a la réponse. Mais c'est de toute façon, c'est impossible de modéliser toutes les vertus des écomatériaux. Arthur? En fait, on vit très probablement dans une société très basée sur le chiffre et la démarche scientifique. Ce qui a des bons côtés, ça permet aussi de sortir de la croyance parfois et d'aller un peu plus loin dans la compréhension des choses. Mais ce qui me marque un peu, c'est que finalement, aujourd'hui, on a plus de connaissances qu'on n'a jamais eu toute l'humanité. Quand vous regardez les quartiers pavillonnaires qu'on construit, alors c'est optimisé, c'est pas cher, ça se fait vite, mais on optimise selon certains indicateurs d'une certaine manière. Et est-ce que finalement on construit des bâtiments plus astucieux, plus malins que ce qu'on faisait avant? En fait c'est différent, on construit différemment. Donc la compréhension et la modélisation permet d'optimiser certaines choses. Est-ce que l'optimisation est toujours une bonne chose? Ça se discute aussi, je pense. En tout cas, aujourd'hui, tant qu'on n'arrive pas à expliquer et à justifier un phénomène, vous ne pouvez pas le faire prendre en compte dans le moteur de calcul thermique de machin. Il faut réussir à modéliser le phénomène pour pouvoir espérer le prendre en compte. Et la question qui est derrière ça, c'est est-ce qu'on arrive à expliquer le fonctionnement d'un matériau complexe naturel? On arrive par endroits sur certaines choses, et puis il y a des choses pour lesquelles on n'arrive pas. La question c'est est-ce qu'il faut essayer de comprendre pour le justifier, ou est-ce qu'il faut juste trouver la preuve de performance? Je vais vous donner un exemple. Là, on parle de la question de la conductivité thermique, là, sur l'exemple avec le chaud-chambre. Moi, j'ai la même question avec le terre-chambre, c'est-à-dire que c'est des matériaux qui n'ont pas des lambdas qui sont super incroyables. On a des lambdas entre 0,06 et 0,1, en gros, c'est à peu près 2 fois plus que l'isolant sec. La question, c'est est-ce que si je prends une maison avec 30 cm d'un lambda de 0,06 et une même maison avec 30 cm en isolation avec un lambda de 0,03, est-ce que l'écart de performance entre mes murs est le même que l'écart entre les lambdas? Il y avait eu cette question-là entre les isolants minces et la laine de verre, je ne sais pas si certains se souviennent de cette histoire-là. À la fin, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient fait une petite cabane en isolant mince, une petite cabane en laine de verre, et puis ils avaient regardé combien il fallait chauffer pour maintenir
Donc en fait, là, ils étaient sur une preuve de performance. Ils ne cherchaient pas à comprendre si c'était le film réfractaire, machin, le truc. Dans les matériaux sourcés, aujourd'hui, on a une vraie question. Le lambda qui est mesuré en laboratoire, il est bien mesuré. Hein. Les méthodes de mesure sont globalement maîtrisées, les normes sont correctes. Par contre, la question, c'est est-ce que ce qu'on mesure reflète la performance qu'on aura sur la paroi. Et très souvent, aujourd'hui, on essaie de comprendre les choses un par un, parce que les matériaux biosourcés sont assez complexes, en fait. Et peut-être qu'il faut qu'on adopte des mesures plus globales, en fait. Après, on essaiera de comprendre comment on obtient cette performance globale. Mais il faut d'abord... La question, c'est est-ce que l'écart, il est 5% ou il est 50%? S'il est de 5%, on laisse tomber. S'il est 50%, on dit arrêtez avec le R, il y a peut-être d'autres sujets. Enfin, je ne dis pas arrêtez complètement, mais regardons la chose plus largement. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des freins à rénover en biosourcé aujourd'hui? Allez, Erwan. Oui, il y en a plusieurs. Déjà, je pense qu'il n'y a pas suffisamment d'entreprises sur le marché. Et le poids des habitudes, vous voyez, moi j'ai beaucoup de collègues, voilà, ça fait 20 ans, 30 ans qu'ils travaillent comme ça, et voilà, ça leur va bien, hein, absolu, donc ils y vont pas. Voilà. Ensuite, on a certainement le coût. Alors, le coût des matériaux, quand je vois la ouate de cellulose, la laine de bois, là, ces dernières années, où il y a eu une forte inflation, ben, ils ont certainement été moins évolués que le ciment, par exemple. Donc, peut-être que ça... mais oui, ça a moins évolué, je trouve. Donc, oui, c'est les freins... ouais, le coût, c'est une évidence. Et puis après, combien? Parce que quand on dit il y a un surcoût, il est de combien? Comment on le mesure? Par rapport à quoi? Bah, en fait, voilà, nous, on établit nos prix en fonction des charges qu'on a dans l'entreprise. Hein. C'est bête et méchant, je dirais. Voilà. Ce qui a impacté fortement ces dernières années aussi, c'est quand même la main-d'œuvre, hein, qui a fait un sacré bond. Hein. Il faut savoir qu'on est quand même sur des métiers où c'est quand même beaucoup de la main-d'œuvre. Hein. Donc ça impacte forcément les coûts aujourd'hui, quoi. Pierre-Yves, je vous ai vu réagir. Quels sont les freins pour vous et comment les dépasser, ces freins-là? C'est là où justement le rôle des concepteurs et sur le fait qu'aussi tous les acteurs soient partie prenante, c'est qu'on va être plutôt dans une démarche d'optimisation systématique. En fait, même dans tous les projets construits dans la construction neuve aujourd'hui, il faut être dans cette démarche de retenue à tous les niveaux. Je pense que ça ne sert à rien de vouloir demain faire des bâtiments neufs comme existants, surperformants, où on dit bah voilà, on a réussi à mettre 60 cm de laine de bois, c'est bien, on aurait pu du coup diviser par deux, puis on aurait fait des bâtiments. Ça, c'est des choses qui pour nous questionnent, parce que en fait, si on fait uniquement des projets qui sont des exemples non reproductibles, c'est bien parce que ça pousse les filières, mais l'objectif c'est pas ça. L'objectif c'est de massifier et de développer à grande échelle tous ces systèmes constructifs, soit traditionnels, de les remettre au goût du jour, de former les personnes et d'avoir des entreprises qui soient suffisamment développées sur le secteur pour justement qu'on mette un peu de côté les matériaux issus du monde minéral et de la pétrochimie pour aller vers des choses plus saines. Donc c'est comme ça qu'on fera descendre les coûts. Donc à un moment donné, il y a... Puis on a fait un premier ERP 5, une salle des fêtes, puis là il y a eu un ERP 3, une école qui a été faite en région parisienne. Je discutais avec Joanne Massour, je ne sais pas si elle est là, qui participe au réseau de la construction Paris. Elle m'avait sollicité il y a 3 ans pour travailler pour un promoteur ICO basé dans la banlieue autour de Nantes. Il voulait construire je ne sais plus combien de maisons, il est passé en terre-chambre. Je lui avais dit, je crois que c'est pas possible, c'est-à-dire qu'on n'a pas les PVDC, ça va coûter trop cher de justification par rapport à l'état de développement auquel on est. Tu n'auras pas de réponse à l'appel d'offres, etc. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense que si aujourd'hui elle posait son marché, elle passait en terre-chambre, je pense que ça pourrait passer. Mais parce qu'en fait, il y avait une question tout à l'heure, c'est est-ce qu'on peut mettre dans les gros projets des trucs qu'on a dans les petits projets? Oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aussi accepter un certain rythme de développement des techniques. Et en fait, il y a des projets qui sont trop complexes par rapport à des techniques qui ne sont pas assez matures pour ça. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher, c'est-à-dire qu'on n'aura pas les justifications techniques. Ça va coûter beaucoup trop cher en maître d'ouvrage parce qu'il y aura trop d'essais à faire sur cette opération. Merci Arthur. Pierre-Yves, cette question d'assurabilité des matériaux biosourcés, est-ce qu'elle freine la mise en œuvre des biosourcés en rénovation? Sur le caractère innovation, ça peut, parce que forcément ça a un impact à plein de niveaux.
Et je vais dire déjà sur la manière de gérer les études et sur le planning. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, si on se lance à développer des techniques non courantes et à faire d'innovation sur des éléments qui sont difficilement assurables, qui ne sont pas encore éprouvés, on sait qu'on ne va pas faire 6 mois d'études, quoi. À un moment donné, c'est juste pas possible. Et il va falloir aussi que tous les acteurs, y compris le maître d'ouvrage, aient bien conscience qu'on ne sera pas dans ce mode de développement-là. Donc si c'est pas écrit dans la commande, on ne peut pas non plus systématiquement tout seul en maîtrise d'œuvre porter tout, quoi. Donc ça, c'est important que tout le monde l'ait à l'esprit. Et si on veut avancer la partie de rénovation sur ces sujets d'innovation, comme l'expliquait tout à l'heure Arthur, en fait, il faut que les projets soient adaptés en termes de temporalité. Merci. Je vous laisse la parole. J'ai une question de l'Assemblée. Sur le projet de Villejean, quel est le complexe d'isolant prévu? En intérieur? Enfin, intérieur, oui. Donc on était en laine de bois. D'accord. Voilà, tout ce qui est plus classique. Donc il n'y a pas de... Sur ce projet, on n'a rien révolutionné. Ce qui était intéressant de comprendre, c'est que ce choix-là, je l'ai expliqué tout à l'heure d'un point de vue technique, le bâtiment il a dû être entièrement curé en sol, notamment parce qu'il était amianté. Beaucoup amianté. C'est même le plus gros lot du projet, pratiquement. Donc voilà, il faut le savoir quand même. Et après, sur ce qu'on a... finalement, on a enlevé assez peu de choses. Donc ce qui est intéressant de regarder, c'est que par rapport, quand on fait le petit calcul du poids des matériaux biosourcés dans le projet, 18 kg, on dit c'est pas beaucoup, mais en fait on n'a enlevé pas beaucoup, on a enlevé peu de choses. On est en usurie mixte, bois alu, peinture écologique à base d'algues, un peu de plafond de bois, fibre de bois compressée. Là on n'a aucune innovation au niveau des... on n'est que sur des produits qui sont tous manufacturés. Donc voilà, il ne faut pas voir un truc complètement difficile à faire avant de l'avoir. Et là, c'était l'université qui avait préconisé les biosourcés ou c'est vous qui l'avez... Voilà, dans les échanges, il y a eu des propositions de notre part, mais qui paraissaient en fait assez peu innovantes finalement. Pour nous, il n'y a rien d'innovant dans la prescription des produits qu'on a fait. Vous avez été suivi en tout cas. Oui, puis en fait, c'est pas forcément le sujet sur ces échelles de projet-là. Comme on l'a dit tout à l'heure, l'écart de prix entre un isolant minéral intérieur et puis une laine de bois, finalement, c'est peau de chagrin, quoi. Il faut ramener ça à ce que c'est réellement. Ok, merci beaucoup. Une question pour Claire. Quelle est la part des projets de Dorémy qui ont intégré les matériaux biosourcés sur l'année passée, par exemple? Est-ce que vous avez ces données-là? Alors, je ne vais pas avoir les données à l'échelle de tout Dorémy, puisque Dorémy, on est au niveau national, et moi je suis sur l'agence Grand Ouest, donc Bretagne, Pays de la Loire, et voilà, l'agence a été créée il y a 3 ans. Donc là, on a aujourd'hui une vingtaine de projets en cours ou terminés, principalement sur le secteur de Rennes et sur la part de projets avec des biosourcés. J'aurais dû faire l'exercice avant de venir, mais je dirais au moins la moitié. Après, on est sur des projets de rénovation complète ou quasi complète dans la plupart des cas. Donc après, c'est pas forcément tous les lots. Nous, on est sur les lots énergétiques, mais pas forcément tous les lots énergétiques en biosourcés. La question du coup peut rester quand même un frein, en tout cas sur les projets à l'échelle des particuliers. Ça peut parfois peser dans la balance. Mais voilà, je dirais au moins la moitié, voire un peu plus. Merci beaucoup. Alors toujours pour vous, y a-t-il des analyses comparatives sur le prix entre version biosourcée et version conventionnelle? Alors moi j'ai pas fait l'exercice, mais souvent sur les projets, on a les particuliers qui vont demander du biosourcé, et quand on est un peu ric-rac au niveau du budget, ils vont demander une alternative en conventionnel. Après voilà, ça dépend vraiment des particuliers. Certains ne veulent que du biosourcé et ne demandent pas, ils ne veulent pas demander un prix en conventionnel. Et puis on a des cas où il peut y avoir un arbitrage sur certains lots, effectivement. Merci beaucoup. Alors on est toujours sur cette notion de coût. Finalement, les matériaux pétrochimiques ou à forte énergie grise, comme le ciment avec leurs coûts environnementaux, ne sont-ils pas trop bon marché? À quand un calcul carbone sur les rénovations comme sur le neuf? À quand? Sûrement, c'est peut-être les issus de la pétrochimie, les matériaux issus de la pétrochimie sont peut-être pas assez chers, sûrement. Quelle remarque vous pouvez faire à ces choses? Ils ont fortement augmenté ces 2 dernières années. Là, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Oui. Pierre-Yves. Mais c'est assez intéressant parce que peut-être que
faudra qu'on paye en CO2 demain, en fait, au lieu de payer en euros. Mais c'est en fait c'est le sujet qu'on a toujours sur cette question économique, c'est comment on la prend en compte, avec quoi on la compare. Dans l'art de la guerre, on sait que c'est l'investissement. Après, l'investissement, il peut être à un instant T, il peut être sur 50 ans. C'est un peu aussi ce changement de vision qu'il faut avoir. Après, moi je conçois tout à fait que des particuliers puissent être sur ce segment-là, parce que quand on n'a pas les moyens d'aller au bout, c'est compliqué aussi. Donc ça reste un élément de difficulté. On verra dans les 5 ans qui viennent comment ça ira. Alors il y a cette question. Oui, Arthur, bien sûr. Sur cette histoire de coût, ça fait. Parce que du coup, j'ai un chantier dans 3 semaines de rénovation d'une longère par Interfer, une maison en Bauge. Et les particuliers n'ont pas beaucoup de moyens. Et donc, nous, on va faire du terre-chanvre par l'intérieur, mais après, il y a l'action de la finition. Donc, on va finir avec les enduitaires. Les enduitaires, c'est super qualitatif, mais c'est assez onéreux comme finition. Et du coup, là, on a fait le choix, par exemple, d'avoir quasiment la moitié de la maison qui est en placo et l'autre moitié qui est en enduitaire pour des questions de coût. En fait, je pense qu'on peut aussi imaginer des mixités de solutions en se disant, c'est pas jusqu'au boutiste ou rien du tout, mais on peut aussi faire le mieux qu'on peut dans un contexte donné, parce que en fait, le critère économique, après tout, il existe, il est là, quoi. Donc on ne peut pas passer à tout. Après, sur la partie des prix des matériaux de construction, il y a Jean-François Bénin du négoce écotique, qui a un stand là, qui a animé une formation pour la SIC Eclis il y a quelques semaines sur les biosourcés, et il a structuré un contenu sur le prix des matériaux de construction, justement. C'est assez intéressant. On voit que les biosourcés sont plutôt assez bien placés. Finalement, l'écart de prix n'est pas si important. Par contre, ce qui vient derrière, en fait, c'est plus la question de l'optimisation des temps de pause aussi, en fait. Moi, c'est un des trucs qui m'amène à la projection, en fait. Je ne fais pas de la machine parce que ça me plaît de sniffer du pétrole et d'avoir du bruit toute la journée dans les oreilles. En fait, c'est parce que derrière ça, il y a des questions de rendement. Et en fait, typiquement, poser un panneau qui soit en laine minérale ou en laine végétale, c'est pas vraiment un travail très différent. Par contre, quand on vient changer le mode constructif, donc là, par exemple, si on passe d'un panneau à de l'insufflation, donc là, on vient insuffler le matériau dans des caissons, ce qui est super écologique parce qu'on retire le polyester qui est dans la quasi-totalité des panneaux manufacturés, donc qui sont biosourcés ou non biosourcés. Donc l'insufflation, c'est une super technique écologique d'isolation. Par contre, là, on change de mode constructif. Donc là, il ne faut plus regarder le prix juste de l'isolant, mais regarder le prix global sur un projet équivalent à l'autre. C'est-à-dire qu'il faudrait faire chiffrer sur un même projet une boîte qui fait beaucoup d'insufflation, une boîte qui fait beaucoup de placo laine de verre pour comparer les entreprises qui ont des niveaux de prix qui sont équivalents, des niveaux de performance, de productivité équivalents. Et ce travail-là, il n'a jamais été fait, je crois. Merci beaucoup. Alors, dans les remarques aussi qu'on a dans les questions ou remarques, il y a cette histoire du coût global. Ça a été un petit peu abordé. Et en disant, les banques, le coût global, ils ne connaissent pas. Pour les maîtres d'ouvrage publics, ils n'ont pas forcément une gestion, une comptabilité qui permet de gérer cette notion de coût global. Quel est votre avis, pour bien sûr favoriser les biosourcés, quelle est votre approche, quel est votre avis sur cette question-là ? On a un exemple en cours là, la chance sur cette notion de coût global. Elle est importante parce que en fait elle permet de faire des choix, elle permet aussi d'éviter des erreurs. Ça revient un petit peu à ce que je disais tout à l'heure sur les bâtiments qui ne sont pas assez vieux pour être rénovés ou purgés en totalité. Et de dire si on a un bâtiment qui finalement a été rénové il y a 20 ans, même si on a des isolants qui ne sont pas biosourcés à l'intérieur, que les finitions sont propres, qu'on va pouvoir améliorer un peu la partie énergétique avec un peu de système de renouvellement d'air, etc. Optimiser un peu les déperditions, étanchéité à l'air, sans rentrer dans une phase de curage complète. On a fait là, on a du bâti ancien, si on curait la totalité pour augmenter la performance de l'ouvrage, avec même sans parler de biosourcés, il fallait en fait débourser 380 000 € de plus. Et le temps de retour, c'était 40 ans. Et du coup, on mettait tout à la poubelle, et du coup, on pouvait vraiment se poser la question. Et ce qu'on a proposé au maître d'ouvrage, de dire cette partie-là, on va l'adapter. Il y a quelques éléments de distribution qui sont à changer ou à modifier. Mais finalement, le décret tertiaire, il sera atteint différemment à une échelle de parc globale. Il y a certains bâtiments en fait, qui n'ont pas forcément vocation à l'instant T à s'inscrire dans une règle établie. Là, il faut avoir une approche globale. Et l'approche globale, elle peut se faire à l'échelle d'un territoire. Et certains bâtiments, on sait que ce sera compliqué d'atteindre des niveaux de performance élevés au risque de faire des conneries, en fait, il faut se le dire aussi.
Merci beaucoup. Alors pour clôturer cette table ronde et avant de donner la parole à Julie, comment continuer à développer, à augmenter la part des biosourcés dans la rénovation? Chacun d'entre vous, avez-vous une recette miracle? Arthur et Pierre rigolent, si on l'avait, ça serait déjà fait peut-être. Erwan. Moi je dirais peut-être former nos collaborateurs. La formation, vous avez compris, hein. Erwan, c'est la formation. Ouais. Non mais former les salariés du bâtiment à ces techniques en fait, parce que ça aussi c'est un frein. Hein. Et justement, quand on a échangé tous les deux, vous m'avez dit oui, mais il faut aussi des personnes qui connaissent le métier. C'est quand même plus facile de les former après sur du biosourcé, mais qui connaissent au moins le geste. Moi quand j'embauche quelqu'un, quand j'embauche un maçon ou un enduiseur, vous voyez. Pour moi, le geste est le même en fait, si vous voulez, dans l'absolu. Ce qui est important, c'est que le gars il ait la maîtrise du geste. Après, on va le former en interne quand on sait dresser un enduit PRB, on sait dresser un enduit chaud-chambre. Vous voyez? Je vois. Merci. Claire? Alors oui, effectivement, je rejoins la question de la formation, c'est un enjeu. Après, j'ai parlé tout à l'heure de la question du coût. Nous, alors ça concerne nos projets, mais on a des collectivités qui vont apporter un petit bonus, une petite aide quand il y a des matériaux biosourcés dans la rénovation. Et souvent, ça peut permettre de passer le pas et de lisser cette différence de coût qu'il peut y avoir. Donc ça aussi, c'est des initiatives de soutien public aux biosourcés qui sont importantes pour que les habitudes se prennent. Après, l'idée, c'est vraiment, on l'a déjà dit à plusieurs reprises dans la matinée, mais de savoir, je crois que c'est Arthur qui disait tout à l'heure qui de l'œuf ou de la poule, mais la question, c'est il faut jouer sur un peu tous les tableaux pour accompagner et les particuliers et les professionnels et après tout le reste de la filière. Merci beaucoup. Alors j'imagine que les aides des collectivités ne sont pas sur tous les matériaux biosourcés. Peut-être, ou ce que vous voyez, vous, c'est tout matériaux biosourcés confondus? Alors nous, là, ce que je vois, moi je pense sur l'agglomération de Vannes. Alors nous, c'est plutôt sur des matériaux biosourcés associés après aux aides, effectivement, donc avec une résistance thermique. On travaille sur plutôt des choses assez traditionnelles, quoi. Pas de l'innovation comme on en a parlé. Erwan. Pour les subventions, c'est que souvent la résistance thermique qui est prise en compte, peu importe le matériau. Voilà. Donc, vous voyez, le chaud-chambre aujourd'hui, par exemple, quand on fait une correction thermique, 10 cm de chaud-chambre sur armure pierre, 0. Voilà. Ce qui n'empêche pas d'en faire, mais en fait, on va le faire plutôt chez les gens qui s'en foutent d'avoir des subventions. Oui. Qui ont les moyens. C'est ça. Merci, Erwan. Pierre-Yves. Je dirais qu'il faut arrêter de prescrire des matériaux conventionnels. Oui, c'était simple. Non, mais par exemple, depuis quelques temps, là, notamment sur cette question d'économie de projet, il faut peut-être aussi se refuser de faire des moins-values sur du conventionnel. C'est-à-dire de revenir, en fait, de réécrire un projet en disant tiens, on peut gagner du prix, ce sera pas laine de bois, ce sera laine de verre. Il faut peut-être se dire, non, en fait, c'est écrit dans la commande, c'est ce que vous voulez, toutes les dotations publiques, les subventions, les aides, elles sont aujourd'hui conditionnées là-dessus, faut maintenir ça, quoi. Rester sur son intention. Alors, en fait, je pense qu'à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Si on est là en se disant, c'est pas forcément facile à faire partout, hein. On a des projets où on démarre plus, y compris sur des techniques traditionnelles, c'est difficile de les tenir parce que ça impacte financièrement, mais faut, je pense, essayer de tenir bon et surtout essayer de faire en sorte que tout le monde aille dans le même sens. La maîtrise d'ouvrage, elle comprend tout à fait les enjeux, donc on est tous sur la même planète, quoi. Est-ce qu'il y a des maîtres d'ouvrage dans la salle? Si oui, levez la main. Bon, vous avez entendu, vous tenez bon, vous y allez, on vous propose autre chose, vous dites non. D'accord? Tout le monde va venir vous voir tout à l'heure à la pause déjeuner qui va bientôt débuter. Arthur, merci beaucoup, Pierre-Yves. Il y a plein de choses, je ne sais pas si j'ai une vision très claire de ce qu'il faudrait faire, parce qu'en fait, il y a des choses un peu dans tous les axes. Il y a un truc que j'ai très clairement à l'esprit là maintenant, c'est que l'année dernière, il y a eu 2 chantiers en terre chanfre qui ont été bloqués pour des questions réglementaires sur des questions incendie. En fait, la question qui est posée, c'est l'écran thermique constitué par un enduit sur le terre-chambre. Et là, cette année, il y a 2 nouveaux chantiers qui sont bloqués. Donc là, on est en train d'essayer de résoudre ce truc-là.
C'est pour donner un exemple, en fait, je pense qu'il y a plein de petites niches d'endroits où on a des questions techniques sur lesquelles on a besoin du PV qui va bien et de ne pas avoir à le refaire en systématique, c'est-à-dire d'avoir des données un peu génériques sur un certain nombre de modes constructifs qu'on a validés. On sait aujourd'hui qu'un enduit plat sur Nergalto, ça fait qu'on fait tant de minutes, voilà. Enfin des choses un peu standards. Et ça a l'air simple à dire, mais c'est vrai que c'est pas mal de boulot à faire. Donc ça, c'est un premier point. Et puis un deuxième point, c'est que je pense que c'est aussi important d'avoir des entreprises de réalisation et d'avoir des gens qui s'installent, des entreprises qui perdurent. Je pense que c'est pas des métiers qui sont forcément très faciles aujourd'hui. Enfin, c'est vrai qu'on parle de télétravail, de machin, de trucs. C'est des métiers dans lesquels on ne peut pas faire ça. C'est des métiers où il faut un certain goût de l'effort. Et du coup, il y a des entreprises qui, sans être militantes, j'ai envie de dire, qui sans aller militer dans les trucs, des machins, juste le fait qu'elles existent, en fait, qu'elles perdurent, qu'elles aient leur modèle économique, qu'elles créent de l'emploi, elles permettent qu'il y ait des chantiers qui se fassent, en fait. Et donc, toutes les boîtes n'ont pas le temps de venir ici, par exemple, à ce moment-là, mais pour autant, ce tissu-là, faire vivre ces emplois, je pense que ça change important. Merci beaucoup. Alors avant de clôturer cette table ronde, Julie Poisson va venir me rejoindre parce que FB2 avec Fibois Bretagne, vous portez un pacte, le pacte bois biosourcé, c'est bien ça? En quelques mots. C'est ça, mais c'était de l'AMI que je voulais parler. Ah oui, de l'AMI. Mais du coup, je vais parler des deux, merci. Oui, je profitais qu'on était sur le thème de la rénovation pour parler d'un dispositif qu'on lance avec FB2. C'est un appel à manifestation d'intérêt justement pour proposer un accompagnement gratuit et à la carte des maîtres d'ouvrage pour rénover avec les matériaux biosourcés et la terre crue. Donc le principe, c'est de s'adapter aux besoins de l'équipe projet qui a une ambition forte d'aller rénover avec une certaine quantité de matériaux biosourcés. On cherche à accompagner des projets exemplaires pour faire du retour d'expérience. Donc on s'adresse aux maîtres d'ouvrage. Les maîtres d'ouvrage éligibles sont principalement les maîtrises d'ouvrage publiques, collectivités territoriales, mais aussi les bailleurs sociaux et les associations, ça c'est nouveau. Parce qu'en fait, on avait déjà lancé un dispositif similaire sur la construction neuve. On accompagne encore actuellement 16 projets. Et là, on relance le dispositif. C'est possible de candidater jusqu'au 6 septembre. Et je précise qu'on va privilégier plutôt les projets qui sont très tôt, en phase programmation, avant le choix du maître d'œuvre. Donc j'ai entendu qu'il y a beaucoup d'architectes dans la salle. Donc voilà, c'est plutôt la phase avant vous. Mais si vous avez connaissance de maîtres d'ouvrage que ça peut intéresser, n'hésitez pas à revenir vers FB2, vers moi en particulier. Et on a un webinaire qu'on prépare sur ce sujet le 11 juillet. Si voilà, on vous dira tout. N'hésitez pas à venir vers moi. Donc vous envoyez toutes les invitations pour le webinaire pour que les informations passent bien. Voilà, et ce webinaire, on le co-organise avec Brudel et Batilab qui peuvent aussi renseigner là-dessus. Et du coup, comme on a parlé du pacte, je vous ai aussi en parler. Donc le pacte, c'est dans la suite logique de l'AMI, c'est encore une taille au-dessus, parce que là, c'est pour accompagner, donc c'est en partenariat avec Fibois et FB2, accompagner les maîtrises d'ouvrage, mais là sur leur patrimoine. Et en fait, ils engagent une partie de leur patrimoine, il y a différents niveaux possibles, pour construire un biosourcé, voilà, à l'échelle d'encore au-dessus. Donc construire et rénover. Les deux, oui, là c'est les deux, tout à fait. Merci beaucoup Julie, merci à nos 4 intervenants, merci beaucoup à Julie.